Cela étant dit, le sujet que j'ai choisi nous concerne tous. Il porte sur les nationalisations. Et je pose la question de savoir quels sont leurs enjeux. Comment l'Afrique peut-elle aller vers les nationalisations? Et à quelles conditions celles-ci peuvent atteindre leur objectif maximal? On ne peut pas répondre à cette question si on n'a pas défini au moins d'abord le concept de nationalisation. Car il est possible que certains d'entre nous ne sachent pas ce que ce mot veut dire. Alors, je ne parle pas de la naturalisation, le fait d'accorder une nationalité à quelqu'un. La naturalisation malienne, naturalisation française, naturalisation américaine, naturalisation, je ne sais pas, russe ou naturalisation somalienne. Je ne parle pas de la naturalisation, mais je parle de la nationalisation. Ce mot dérive du mot nationaliser, du verbe nationaliser, qui veut dire ramener, récupérer pour une nation. Récupérer pour mettre au service d'une nation, ce qui est à elle à l'origine. Reprendre les biens d'une nation et les rendre à cette nation. C'est cela, la nationalisation. Il s'agit d'une opération économique, mais c'est une opération qui se décrète par l'État en tant qu'organisation du pouvoir politique et expression de la souveraineté du peuple. Donc, pour qu'il y ait nationalisation, il faut qu'il y ait une nation, il faut qu'il y ait un État, et qu'à la tête de cet État, il y ait un gouvernement qui a décidé de servir les intérêts du souverain. Le souverain, c'est le peuple, représenté ici par le concept de nation, et on décide de remettre entre les mains du peuple ses moyens les plus essentiels de vie. On refait du peuple le principal propriétaire usufruitier des richesses que le Tout-Puissant nous lègue provisoirement pendant la traversée de la vie humaine sur la terre. Voilà ce que c'est que la nationalisation. C'est une opération de politique économique. Voilà pour la définition. Actuellement, sur le continent africain, l'Alliance des États du Sahel se positionne comme la plus grande puissance nationalisatrice de l'Afrique noire. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi les autres pays africains ne sont pas aux avant-gardes des nationalisations comme l'Alliance des États du Sahel. C'est la deuxième question à laquelle je voudrais répondre. Pour qu'un pays considère le pouvoir de nationaliser des pans entiers, les pans stratégiques de son économie, il faut qu'à la tête de ce pays, il y ait des dirigeants qui ont le souci du bien commun. Je recommence l'explication. Pour que dans un pays, une politique économique de nationalisation soit possible, il faut un gouvernement populaire. Un gouvernement qui s'inquiète de s'assurer que la population a de l'eau potable, que la population a des dispensaires et des hôpitaux, que la population a des routes, que la population a des écoles, des collèges, des lycées, des universités. Il faut qu'à la tête du pays, il y ait des hommes qui s'inquiètent des conditions de vie des diasporas de leur pays. Qu'il y ait des hommes qui s'inquiètent des conditions de vie des femmes, des enfants, des vieillards, des malades, des conditions de vie des prisonniers. Il faut qu'à la tête d'un pays, il y ait des hommes et des femmes qui s'inquiètent des conditions de vie même des étrangers vivant sur leur sol. Pour que des politiques de nationalisation soient menées, il faut par conséquent une conscience nationale, une conscience morale et une éthique politique forte. Or, lorsque vous regardez l'histoire récente de l'Afrique, vous voyez que cette histoire a été fortement perturbée par trois grands actes de barbarie. La barbarie négrière, à partir des 15e, 16e siècles, la barbarie coloniale, à partir notamment du 18e siècle, la barbarie néocoloniale et impérialiste, depuis le 19e siècle jusqu'à l'instant où je vous parle. En quoi ont consisté ces trois vagues de barbarie?
dont le terrorisme est simplement la continuation. Elles ont consisté à empêcher les peuples africains d'être les souverains de l'ordre politique en Afrique. Ces actes de barbarie ont consisté à déposséder les Africains de l'initiative de leur histoire. On a déporté 100 millions d'Africains hors d'Afrique pour les utiliser comme bêtes de somme à la construction du capitalisme américain, du capitalisme européen, du capitalisme asiatique. On est ensuite venu sur le territoire africain, soumettre les Africains à l'esclavage dans leur propre continent natal. Et c'est cela qui s'appelle la colonisation. Et quand on n'a pas pu maintenir ce système colonial, on a inventé le système néocolonial, le système impérialiste, consistant à utiliser des Africains, des valets, ennemis de leur propre peuple, à les imposer par la force, par la ruse, par la violence, à la tête des pays africains, afin de continuer à piller ces pays, comme on les pillait sous la traite négrière, comme on les pillait sous la colonisation, mais cette fois-ci avec une participation active de leurs élites les plus corrompues. C'est ainsi, par exemple, qu'a été mis en place le système mafieux de la France-Afrique. Il faut lire le grand livre de François-Xavier Verschave sur ce système. La France-Afrique, le plus long scandale de la République française. Il s'est agi d'accorder des indépendances du bout des lèvres à une quinzaine de pays africains, mais de l'autre côté, de leur retirer la souveraineté militaire en les maintenant sous occupation militaire, par un encerclement de camps militaires ayant pour but de neutraliser toute montée au pouvoir d'une élite nationaliste, panafricaniste, populaire, révolutionnaire. Il s'est agi de mettre en place un système subtil permettant d'estorquer les richesses africaines, sous couvert d'apporter une certaine stabilité économique et monétaire aux Africains. Ce système qui n'en finit pas de mourir, la monnaie néocoloniale et coloniale du franc CFA, a été disqualifié sur le plan intellectuel, moral et spirituel. Il ne reste plus que son démantèlement factuel. On a mis en place un système de perpétration de coups d'État ayant pour but de couper toutes les têtes africaines qui revendiquaient la souveraineté totale du continent. Ce système, ponctué par une centaine de coups d'État néocolonialistes et impérialistes, a coûté à l'Afrique la décapitation de son leadership révolutionnaire. C'est à propos de ce système que mon homonyme Franklin Bukaka a chanté Les Immortels. Afrika mobimbae, tokangi maboko, tozali kotalae. Bana basili na kokende, bana basili na kotekamae, na banguna. Tolati mokuya ata malobate, Congo na bana Afrika baleli. Afrika mobimbae, tokangi maboko, tozali kotalae. Bana basili na kokende, bana basili na kotekamae, na manguna. Tolati mokuya ata malobate, Congo na bana Afrika baleli. Oh, Medi Ben Barka. Et Franklin Bukaka de citer la longue cohorte des martyrs africains assassinés par le néocolonialisme français, l'impérialisme occidental, assassinés par le despotisme négro-africain lui-même, assassinés par la lâcheté et la haine de l'Africain contre l'Africain depuis des siècles. Longue cohorte des martyrs à laquelle appartient, ironie du sort, Franklin Bukaka lui-même, l'un des plus grands artistes que la terre des hommes ait jamais porté. Le 22 février 1972, arrêté et sommairement exécuté dans une nuit de barbarie
perpétrée par les serviteurs du néocolonialisme et de l'impérialisme qui tiennent encore le Congo-Brazzaville entre leurs mains ensanglantées. On ne s'est pas contenté de maintenir l'Afrique sous haute surveillance militaire, de gendarmer l'Afrique. On ne s'est pas contenté de lui extorquer ses richesses par la manipulation monétaire et les soi-disant termes de l'échange international constamment définis essentiellement par, le nord de la planète. On ne s'est pas contenté d'éliminer ceux des Africains qui voulaient authentiquement servir l'Afrique. On est allé jusqu'à déraciner dans l'esprit de l'Africain l'amour de sa civilisation, l'amour de sa langue, l'amour de la grandeur de ses ancêtres, l'amour de la splendeur des empires, des royaumes, des sultanats, des penseurs, des savants du grand passé africain. On l'a extirpé dans l'esprit de millions d'Africaines et d'Africains qui ont grandi dans le mépris d'eux-mêmes, dans le mépris de leur propre humanité, dans le mépris de leurs voisins. En lieu et place, on a mis dans le crâne de l'Africaine et de l'Africain, on a mis dans le crâne de l'Africaine et de l'Africain 7 démons que j'ai particulièrement analysés dans mon ouvrage sur le Cameroun. Ces démons qui tiennent le peuple camerounais en otage sous la dictature quarantenaire du satrape reptilien Biya Bimvondopol, ce sont les mêmes démons qui tiennent toutes les Africaines et tous les Africains des pays dominés en otage. Je les appelle des fléaux ou des démons. Le tribalisme ou ethnicisme, l'esprit magique ou le règne de la superstition, la corruption généralisée, l'esprit de jouissance, la diversion artificielle du peuple dans la luxure, la haine de la haute connaissance, l'absence de vision collective. On a mis cela dans le crâne des Africains, la haine de soi de l'Africain, le mépris de lui-même. Une fois ce dispositif mis en place, ceux qui devaient diriger donc l'Afrique étaient essentiellement des Africains ennemis de leur peuple. C'est ce qui explique la rareté des politiques de nationalisation sur le continent africain aujourd'hui. C'est ce qui explique que l'Alliance des États du Sahel, devenue confédération depuis peu, soit à l'avant-garde de la seule politique que l'on doit mener pour rendre authentiquement l'Afrique aux Africains. Celle que les valets de l'impérialisme, les valets du néocolonialisme, les valets de la haine de soi, les Africains zombifiés, ont refusé de mener depuis plus de 60 ans. C'est cette politique que le grand Muammar el-Kadhafi avait menée en Libye et qui avait porté son pays à l'avant-garde en termes de bien-être des nations de la planète. C'est avec cette politique que la Chine populaire a inventé cette chose extraordinaire qu'on appelle le capitalisme d'État, mais qui n'est rien d'autre en réalité qu'une nationalisation libérant le génie populaire, tout en veillant à assurer les intérêts collectifs. C'est avec cela qu'aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut critiquer à Cuba, on reconnaît à Cuba la meilleure formation de médecins de tout le continent américain. Dans plusieurs domaines, ce sont les Cubains qui sont le modèle, alors même qu'ils ne vivent pas dans l'opulence que l'on trouve en Amérique du Nord. C'est encore ces médecins cubains qu'on retrouve volant au secours du système de santé français. C'est là-bas, dans ces sociétés où on a pensé à ne pas abandonner les hommes à la misère nue. C'est dans ces sociétés que survit le principe de l'intérêt national fort. Donc la question que nous nous posions est de savoir, mais pourquoi les nationalisations ne sont pas la règle? Eh bien, c'est parce que ce sont les valets qui gouvernent encore la plupart des pays africains. Écrivez ça. Les nationalisations n'ont pas encore pris la cadence qu'il faut parce que la plupart des pays africains sont encore gouvernés par des valets. Mais de quoi sont-ils les valets? Mais ils sont les valets du dollar,
Ils sont les valets de l'euro, ils sont les valets de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. On leur a enseigné à l'université et on leur impose de pratiquer une économie à perte qui consiste à produire ce qu'ils ne consomment pas et à consommer ce qu'ils ne produisent pas. Des économies aliénées au sens que donnait le grand professeur Samir Amin à cette notion. On a organisé la planète de telle sorte que le grand sud global, l'Afrique en particulier, soit essentiellement pourvoyeuse en matières premières, bien souvent pillées, et dont le prix est déterminé par les pilleurs. On a organisé les choses de telle façon que les chaînes de production africaines n'aboutissent pas aux produits finis correspondant aux matières premières dont le sol africain regorge. Ainsi, les pays africains en sont encore à cette incongruité qui consiste à acheter des produits finis qui coûtent 20 fois, 30 fois, 50 fois, 100 fois le prix des matières premières constitutives de ces produits finis qui ont été prises du sol africain. Oui, ceux-mêmes qui ont profité de la traite négrière, ceux qui ont profité de la colonisation, ceux qui ont profité de la néocolonisation et de la réorganisation impérialiste de la planète, ont veillé à sous-industrialiser l'Afrique. Car une industrialisation de l'Afrique aurait tout naturellement impliqué une augmentation de la valeur ajoutée africaine, du profit africain et par conséquent un relèvement spectaculaire du niveau de vie des populations africaines. L'Afrique étant le continent le plus riche en ressources naturelles, une Afrique industrialisée deviendrait sans débat la première puissance économique de la planète. Pour empêcher cela, on combat donc toutes les Africaines et tous les Africains qui appellent leurs semblables à reprendre la quadruple souveraineté d'eux-mêmes. Souveraineté militaire, sécuritaire, souveraineté monétaire, économique, souveraineté politique, institutionnelle, souveraineté spirituelle. On combat avec acharnement tout Africain qui revendique la nécessité de restaurer les 4 souverainetés, qui sont comme les 4 éléments fondamentaux de la science alchimique, l'eau, le feu, la terre et l'air. Pour nous, Africains, les 4 souverainetés fondamentales sont comme les 4 éléments de l'alchimie. Le feu, l'eau, la terre et l'air pour l'Afrique sont les souverainetés sécuritaires, politiques, souveraineté économique, souveraineté spirituelle. Aujourd'hui, vous voyez comment résistent toutes les forces à l'idée que la terre africaine devienne elle aussi ce qu'elle aurait. Elle n'aurait jamais dû cesser d'être une terre sacrée. Regardez toutes les forces qui se mettent en lutte contre une Africaine ou un Africain qui dit « Mais l'Afrique, c'est notre terre sacrée. Nous devrions, nous, Africains, prier en nous tournant vers l'Afrique. » Quand vous le dites aux gens, ils se mettent à trembler. Pourquoi tremblent-ils? C'est la peur d'être libre, d'être souverain. Ce que nous observons dans ce monde, c'est que chaque grande puissance considère sa propre terre comme sacrée. L'Occident considère la terre occidentale comme sacrée. Voilà pourquoi il y a le Vatican. Le Moyen-Orient considère la terre moyen-orientale comme sacrée. Voilà pourquoi il y a la Mecque. L'Asie considère la terre asiatique comme sacrée. Voilà pourquoi il y a les grands temples du bouddhisme, de l'hindouisme, du chamanisme, du shintoïsme. Et ils sont en Asie, au cœur de la Chine et du Japon. Seule l'Afrique et l'Amérique latine, qui comme de juste ont été ravagés par le colonialisme, l'impérialisme, le néocolonialisme, continuent à ne pas considérer d'abord leur propre terre comme sacrée. Mais comment voulez-vous aspirer à une souveraineté spirituelle si vous n'êtes pas capable de sacraliser votre terre? Cette politique de nationalisation fait partie du processus de sacralisation de la terre africaine.
Les gens ne se rendent même pas compte de l'impact spirituel du travail que mène l'Alliance des États du Sahel. On est en train de redonner une valeur sacrée à la terre de nos ancêtres, en nationalisant les biens d'intérêt public universel. On sacralise notre terre. On dit, ici, vous ne pourrez plus vous emparer de ce qui nous appartient. Car cela nous a été confié par le Tout-Puissant, afin que nous le transmettions aux générations futures. Car quand nous disons même que ceci nous appartient, nous ne nous exprimons pas d'une manière assez précise du point de vue de la tradition africaine. La terre n'appartient pas à l'homme, mais elle est confiée à l'homme par le Tout-Puissant afin qu'il la transmette aux futures âmes qui naîtront sur la terre pour se préparer à devenir des êtres ancestraux, des êtres angéliques. Nous sommes des passagers de la terre. La terre nous est confiée pour que nous l'arrangions de telle façon que nous traversions harmonieusement notre vie pour nous préparer à de nouvelles formes de vie auxquelles Dieu nous destine. Et nous devons aussi arranger la terre de telle façon que les enfants qui naissent, les enfants qui naîtront, nos enfants, toutes les générations futures effectuent la traversée de la forme humaine dans les conditions les plus harmonieuses. Voilà la signification de la civilisation. Mais maintenant, dans notre réflexion à haute voix ce dimanche, 27 octobre 2024, on doit se poser la question de savoir, mais à quelles conditions les nationalisations en Afrique peuvent être effectivement bénéfiques aux peuples africains et améliorer la situation internationale, même de l'humanité. Je pense qu'il y a des conditions. Et si je me suis connecté ce soir pour vous parler, c'est pour vous donner les conditions que j'ai repérées pour que les nationalisations africaines soient des opérations politico-économiques réussies. Alors, la première des conditions que je vais citer tout de suite, c'est la condition sécuritaire. Je vous prie de bien vouloir noter les conditions. Mon propos n'est pas exhaustif. Peut-être que vous trouverez d'autres conditions, mais je vais vous donner les conditions des nationalisations. Première condition, la condition sécuritaire. Si on ne renforce pas l'appareil sécuritaire, l'appareil de défense, tout ce qu'on nationalise va nous être arraché par des agressions. Les coups d'État, les rébellions, les agressions impérialistes vont nous arracher cela même que nous avons nationalisé. Donc les processus de nationalisation doivent s'accompagner du renforcement de l'outil de défense. Et ça, c'est quelque chose que l'Alliance des États du Sahel, la confédération de l'Alliance des États du Sahel est en train de pratiquer d'une manière exemplaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour renforcer leur capacité de nationaliser, c'est-à-dire de rendre au peuple sahélien les richesses qui leur ont été volées par les négriers, les colons et les impérialistes, les États de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel ont créé un outil de défense commun. Ils ont procédé à la mutualisation de leur défense. En mutualisant les moyens des armées maliennes, nigériennes et burkinabées, ils sont devenus difficiles à attaquer. Si Muammar el-Kadhafi, en 2011, avait bénéficié d'une alliance militaire avec, par exemple, l'Algérie, la Tunisie ou le Maroc, ou une alliance militaire qui s'étendait au Mali, au Niger, au Burkina Faso, Kadhafi n'aurait pas été attaqué par l'OTAN. Écrivez ça. Donc, première condition, la condition sécuritaire. Le Niger que vous voyez là, si le Niger n'avait pas bénéficié de la solidarité spontanée du Mali et de Burkina Faso, qui ont dit que si le Niger était attaqué, eux, ils se considéraient comme attaqués. Le Niger aurait été attaqué par la CEDEAO, soutenu par le néocolonialisme français et l'impérialisme de l'OTAN. Le Niger a échappé à une agression impérialiste barbare, comparable à celle de la Libye, uniquement parce que une alliance de défense qui n'avait pas été prévue par les stratèges de la CEDEAO, qui n'avait pas été prévue par les stratèges du néocolonialisme français, qui n'avait pas été prévue par les stratèges de l'OTAN, elle a surgi littéralement comme un champignon et elle a troublé tous les plans de l'ennemi. D'où nous tirons la première condition d'une politique de nationalisation. Une politique de nationalisation se mène de façon concomitante avec le renforcement des capacités de défense. Car
d'où viennent les guerres que subit l'Afrique? Les guerres que l'Afrique subit viennent des multinationales étrangères qui, voyant leurs intérêts menacés, financent des milices, financent des terroristes pour punir les États qui leur retirent les avantages qu'elles avaient. Écrivez ça. Voilà un petit modèle pour comprendre les guerres que l'Afrique subit et que le monde subit. Dès qu'il y a un puissant conglomérat d'intérêts économiques qui perd une place forte, qui perd un monopole, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses fonds stratégiques et il finance une rébellion, il finance des terroristes, il finance des putschistes, il finance des gens qui vont tenter de rétablir un ordre politique permettant au monopole de ce conglomérat économique d'être rétabli. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand on touche aux nationalisations, on doit en même temps renforcer l'outil de défense. Parce que toucher aux nationalisations, sans un renforcement de l'outil de défense, c'est littéralement se suicider. Dès que vous touchez aux nationalisations, ceux qui ont perdu le monopole sur votre uranium, sur votre or, sur votre manganèse, sur votre pétrole, sur votre gaz, tous ceux qui avaient prévu de vous voler encore pendant 100 ans ou 200 ans, parce qu'ils ont pris l'habitude de le faire depuis la traite négrière, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Ils ont envie d'appliquer leur devise. La paix, on peut l'éviter. La paix, on peut l'éviter. Ça vous rappelle quelque chose? Une inscription trouvée dans le siège de l'Union européenne à Niamey au Niger. J'avais délivré une dissertation sur cette formule. Et la radio-télévision du Niger m'a fait l'honneur de diffuser cette dissertation en direct à la télévision nationale du Niger. Elle est devenue ainsi une masterpiece de l'analyse politico-philosophique. Je dédie la présente conférence aux 3 grandes chaînes de la Confédération, l'Alliance du Sahel, des États du Sahel, et à la chaîne naissante de radio-télévision de l'Alliance des États du Sahel. Je souhaite que les responsables de ces instances de communication fassent souvent une enquête sur les réseaux sociaux pour chercher des conférences. Je pense, comme de temps en temps, les miennes, d'autres en font, les sélectionner pour les mettre à la disposition de notre peuple. Nourrir la télévision publique des travaux sérieux, des serviteurs de l'Afrique des libertés. Je donne quitus à l'ORTM, quitus à la RTN, quitus à la RTB, d'exploiter mes contenus sur la chaîne publique, les chaînes publiques africaines, mes contenus, vous pouvez les exploiter. La Confédération de l'Alliance des États du Sahel a l'autorisation d'exploiter tout ce qui l'intéresse dans mes contenus. C'est pour le peuple africain. C'est ma contribution. Donc, quand on touche aux nationalisations, on touche à la question sécuritaire. Il faut se préparer aux rébellions, aux coups d'État et aux guerres. Il faut se préparer à ce que les puissances qui hébergent les multinationales étrangères qui ont perdu leur monopole, que ces puissances-là montent en agressivité. Il faut s'attendre à ce que ces puissances se mettent à chercher littéralement les poux sur la calvitie des Africains pour les noyer à l'international. Donc il faut s'attendre à des conflits. Ils vont multiplier les conflits, des conflits diplomatiques, des conflits au niveau des instances économiques internationales, des conflits au niveau de la gestion des mouvements de population, des conflits vont être multipliés. Donc il faut se préparer à la nuisance de ceux qui sont sevrés de la capacité d'exploiter. Ça, c'est le premier point. La question sécuritaire. Pas de nationalisation sans serrer de très près la question sécuritaire. Et ça, c'est un enseignement qu'on peut aisément vérifier en regardant le cas de la Confédération, l'Alliance des États du Sahel. Les nationalisations avancent bien dans la Confédération, l'Alliance des États du Sahel, d'autant plus que les terroristes y sont correctement écrasés. Mieux les terroristes sont écrasés dans la Confédération de l'AES, mieux avance la récupération des biens publics du peuple malien, du peuple burkinabé, du peuple nigérien. Plus les terroristes sont neutralisés, et plus on entend des pans entiers
des économies nationales du Sahel revenir entre les mains des peuples. Comparez toutes les nationalisations des 30 dernières années au Mali, au Burkina Faso et au Niger, à celles qui ont eu lieu les 2 dernières années seulement. Les 2 dernières années. Il n'y a pas photo. Dans tous ces pays-là, en 2 ans, les nationalisations essentielles qui ont été faites dépassent toutes celles qui ont été faites en 30. Donc la variable sécuritaire est extrêmement importante. Mais il y a une deuxième variable dans la nationalisation. Les nationalisations doivent se faire en tenant compte, en mobilisant les compétences. Donc c'est ce que j'appelle les conditions de compétence. Si on nationalise une mine d'or, on doit s'assurer qu'on est capable de l'exploiter, qu'on a des compétences pour l'exploiter. Que ce soit des compétences d'abord nationales, c'est important, ou des compétences internationales, il faut ouvrir littéralement le vivier de recrutement pour s'assurer qu'on a les compétences qui vont permettre de mettre en valeur ce qui est nationalisé. Parce que si on ne met pas en valeur ce qui est nationalisé, bien sûr, on va se retrouver avec un déficit de ressources publiques. Et le déficit de ressources publiques finit par jouer sur le financement de la sécurité. Et le financement de la sécurité fragilise l'État révolutionnaire panafricaniste. Et ensuite, celui-ci tombe attaqué par ses ennemis. Donc, pour moi, c'est une condition tout aussi essentielle, la condition de compétence. Si on nationalise dans l'uranium, si on nationalise dans le cobalt, si on nationalise dans le manganèse, si on nationalise dans l'or, on doit concomitamment mettre beaucoup d'énergie à former des nationaux, à former des Africains de valeur, qui puissent prendre le relais des multinationales étrangères. Donc le deuxième grand défi, c'est celui de la matière grise. Une nationalisation qui n'est pas suivie d'une élévation du niveau de matière grise des cadres nationaux, des travailleurs nationaux, eh bien c'est une nationalisation ratée. Pourquoi? Parce qu'il va quand même falloir dépendre du génie étranger, et qui dépend du génie étranger est obligé de privatiser in fine, même quand il a nationalisé au départ. Car le génie étranger coûte très cher. Donc en contrepartie, pour l'avoir, vous êtes obligé de vous exproprier, ce qui est le contraire de votre projet. Voilà pourquoi les puissances qui utilisent les nationalisations doivent être les plus grandes financières de formation. On doit accélérer les programmes de formation des élites économiques, scientifiques, techniques, en tout domaine. Et pour ma part, je suis convaincu que le domaine dans lequel il faut fortement investir très rapidement, c'est bien sûr l'agriculture. On doit avoir dans tout le continent africain une élite agronomique de grande qualité pour ne plus dépendre alimentairement de l'étranger. À mon avis, la grande industrialisation, elle peut d'abord massivement commencer par l'industrialisation de l'agriculture. Bon, dans tous les cas, la question de la compétence est donc là. Et c'est à ce moment-là qu'on doit se poser la question de savoir, est-ce que les nationalisations que nous sommes en train de faire vont se retourner en privatisation parce que nous manquons de compétences? Donc quand on a un projet de nationalisation, il doit toujours être accompagné d'un projet de formation. On veut nationaliser dans tel secteur du Gabon, du Tchad, du Cameroun, du Mali, etc. On se demande combien de Maliens, combien d'Africains, combien de Tchadiens, combien de Gabonais nous avons qui seront capables de travailler dans ce secteur et même de remplacer la main-d'œuvre étrangère. Est-ce que nous en avons? Si nous n'en avons pas, qu'est-ce que nous pouvons mettre en place pour les former en un temps record? Comment financer leur formation? Comment financer leur formation? Mes chers amis, côté TikTok, n'hésitez pas à continuer à partager le direct. Nous sommes un peu en difficulté sur TikTok. On envoie des logiciels pour nous attaquer sur TikTok parce qu'on sait que vous êtes de plus en plus nombreux. Alors donc, un grand tour de partage. Et n'oubliez pas de continuer à donner les émoticônes de la résistance. Vous en avez donné 61 000 cœurs jusqu'ici. Montez en puissance, mes chers amis. Pareil sur Facebook. Vous êtes près de 1500 sur YouTube. Franklin Yamsiwa, Cameroun, l'Afrique des libertés. Vous êtes plus de 600 rassemblés sur l'Université libre de l'Afrique des libertés. S'il vous plaît, un grand tour de partage de cette émission. Nous devons résister à l'assaut des machines jalouses.
je parlais de la deuxième condition de nationalisation. J'insistais ici sur la condition de compétence. Donc, la formation. On doit investir dans la formation. Et en ciblant les domaines dans lesquels on nationalise. Si on nationalise dans l'or, on doit former suffisamment de cadres, d'ouvriers qui vont travailler dans l'or. On nationalise dans l'uranium, pareil. On nationalise dans, je ne sais pas, la gestion des barrages hydrauliques, pareil. On nationalise dans l'agriculture, on élève le budget de formation des techniciens agricoles, des ingénieurs agronomes. Donc, en fait, les nationalisations doivent s'accompagner d'une politique de formation, d'une politique d'éducation volontariste. Extrêmement volontariste, mes chers amis. Et ça, c'est la deuxième condition. Si on nationalise sans former, en réalité, on privatise indirectement, puisqu'on est obligé de payer très cher la main-d'œuvre qualifiée venue de l'étranger. Il faut donc nationaliser en formant énormément, en formant à tour de bras. Il faut nationaliser en veillant à se donner le plus tôt possible une quantité suffisante de main-d'œuvre qualifiée dans les domaines nationalisés. Pour moi, c'est la deuxième condition. Il y a une troisième condition de la nationalisation. C'est ce que j'appelle la condition de concurrence entre les offres de coopération. Quand on nationalise, bien souvent, c'est parce qu'on était avec un partenaire extrêmement boulimique, qui s'était accordé 90% du domaine, qui s'était accordé 80%, qui s'était accordé même parfois presque 100% du domaine, au motif qu'il apporte la technologie, au motif qu'il apporte les machines, au motif que c'est lui qui maîtrise le marché international, bref, au motif qu'il est vraiment expert dans le domaine. Le partenaire étranger est bien souvent extrêmement vorace et boulimique. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour contrecarrer la boulimie du partenaire étranger, peu importe lequel d'ailleurs? Que doit-on faire? Là encore, c'est en étudiant le travail de l'élite dirigeante de la Confédération, l'Alliance des États du Sahel, que j'ai pu dégager ce principe. On doit faire jouer la règle de concurrence. Il faut être, de ce point de vue, il faut être sans complexe pour confronter les offres de partenariat et toujours prendre celle pour laquelle on est convaincu de pouvoir atteindre les objectifs souverains le plus tôt possible. Donc, si l'offre russe est la meilleure, ben on la prend. Si l'offre turque est la meilleure, on la prend. Si l'offre iranienne est la meilleure, on la prend. Si c'est plutôt l'offre indienne qui est la meilleure, on la prend. Si l'offre canadienne est la meilleure, on la prend. On prend les offres les plus intéressantes. Si l'offre française est la meilleure, on la prend. Si elle n'est pas la meilleure, on ne la prend pas. Donc, il faut ici appliquer de manière courageuse et féroce le principe de la confrontation et de la concurrence des offres. Et il faut montrer aux partenaires étrangers que l'on n'hésitera pas à prendre l'offre la meilleure, conformément au principe de souveraineté. Donc, le principe de concurrence. Seul le principe de concurrence peut nous permettre d'obtenir une plus grande marge après les nationalisations, afin de bénéficier du transfert de technologie, de l'accompagnement de partenaires étrangers compétents. Il faut tout faire pour minimiser leur boulimie par une confrontation et une mise en concurrence. Alors bien souvent, ceux des partenaires qui sont retenus sont ceux qui partagent avec nous, Africains, le combat anticolonialiste et anti-impérialiste. Il n'y a pas de hasard. Les puissances anti-impérialistes et anticolonialistes du monde multipolaire vont gagner tout naturellement beaucoup de marchés en Afrique parce qu'elles acceptent le principe, justement, de revoir à la baisse les intérêts étrangers pour permettre à l'Afrique de se développer elle-même. De ce point de vue, les Africains ne doivent pas avoir un complexe. S'ils doivent arbitrer en faveur d'un groupe chinois, d'un groupe russe, d'un groupe cubain, d'un groupe iranien, d'un groupe turc, parce que ce qui a été proposé par le groupe canadien, britannique, américain, australien n'est pas bon. Les Africains doivent crânement, je dis bien crânement, choisir ce qui leur est bénéfique. Parce qu'en fait, c'est cette fameuse loi de l'offre et de la demande qui a été proclamée par les grands économistes libéraux et capitalistes occidentaux comme étant la loi du marché. Quand on lit Ricardo, quand on lit Adam Smith, ils nous disent que le commerce ne prospère
que si précisément la loi de l'offre et de la demande joue, et si on laisse la main invisible du marché opérer. Alors il n'y a aucune raison que les Africains ne fassent pas jouer la loi de l'offre et de la demande quand elle leur est bénéfique, puisque partout ailleurs, c'est ce que nous observons. Cette loi de l'offre et de la demande est parfaitement manipulée en Occident en faveur des intérêts occidentaux. Il faut que les Africains la manipulent en Afrique en faveur des intérêts africains, comme les Asiatiques la manipulent en Asie en faveur des intérêts asiatiques, les Russes en faveur des intérêts russes. L'Afrique doit retrouver la capacité de piloter son économie. Et le pilotage économique suppose une organisation de la concurrence à son avantage. Je ne crois pas en la libre concurrence, au sens que Smith ou Ricardo pouvaient donner à ce terme dans leurs écrits. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Ce qu'on appelle la libre concurrence, c'est une apparente libre concurrence maîtrisée par un certain nombre d'acteurs économiques qui font jouer l'économie d'une façon qui leur profite. Il y a toujours quelqu'un à qui ça profite. Quand vous entendez parler de libre concurrence, de main invisible du marché, cette main n'est pas si invisible que cela. Il y a des gens qui manipulent le marché. Le président Pascal Lissouba, ancien président du Congo, paix à son âme, raconte justement l'expérience qu'il a vécue à la tête du Congo quand il était président de la République et qu'il avait voulu diversifier le partenariat au niveau de la vente du pétrole congolais. Il raconte là, il y a une petite vidéo d'1 minute, je vais le laisser parler pour vous dire comment ces prétendus libéraux, ultra-libéraux, capitalistes, en fait manipulent les règles du marché pour pouvoir exploiter les pays du Sud. Pascal Lissouba nous le raconte dans une petite vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours, mais que je voudrais que vous entendiez encore. Le président Pascal Lissouba n'est plus de ce monde, mais son témoignage est émouvant. Que dit le président Lissouba? Je vous le retrouve ici. Je vous le retrouve ici. Voilà. Écoutez-le. Nous savions le pourcentage qui nous revenait, 17, mais nous ne savions pas la quantité qui sortait. 17 de 100 égale 17, mais 17 de 50, ça ne peut plus être 17. Quand il était à la tête du Congo, Brazzaville, il connaissait le pourcentage du pétrole et du gaz congolais qui devait revenir à l'État congolais, c'était 17%, mais il ne savait pas de quoi c'était 17%. C'est-à-dire que ceux-là même qui viennent en disant on va faire jouer la libre concurrence, la transparence, l'offre et la demande, ils s'amusaient à prélever infiniment plus de pétrole qu'ils n'en déclaraient. En effet, s'il y a 1 milliard de barils de pétrole, 17% d'1 milliard de barils de pétrole, ce n'est pas la même chose que 17% de 100 millions de barils de pétrole. À partir du moment où les Africains ne savaient même pas la quantité, ne savent même pas la quantité de leurs matières premières qui sont prélevées, les fameux pourcentages qu'on affiche dans les sites d'information économique internationaux en Occident, à propos de pays africains, producteurs d'uranium, de gaz, de pétrole, etc., à travers des multinationales sur lesquelles les États n'ont aucun contrôle technique, ces chiffres sont faux. Car les quantités réelles sont minimisées. Et les pourcentages, par conséquent, sont mensongers. Président Lissouba, continuez un peu. Aucun contrôle ni sur la quantité de brut sorti, ni sur les prix. Encore moins sur les prix. Parce que le pétrole qu'il prend, il le vend et il le ressoutire. Il vend et le mien et le sien. Donc, ils essayent d'arranger d'abord le problème des prix. Vous en avez dit un mot tout à l'heure. Vous verrez que c'est pas banal, ce genre de choses. Par où passent les tricheries, etc. Alors, lorsqu'on vous dit, mais oui, mais on vous a acheté votre baril le 15 octobre, etc., le baril était, mais le dollar était à... Car tout... Donc, la deuxième technique que ces filous néocolonialistes et impérialistes ont utilisée pour filouter, pour ruiner l'Afrique, c'est la manipulation des prix. Alors qu'ils disent que l'économie internationale fonctionne selon la loi capitaliste de l'offre et de la demande, en réalité, ils manipulent les prix. Quand ils veulent vous acheter votre pétrole, ils s'arrangent d'abord à faire dévaluer votre monnaie par rapport au dollar. À faire que vous êtes obligé de donner davantage de quantité de votre monnaie pour avoir une unité de dollar. Donc, ils jouent sur la parité entre votre monnaie et le dollar, et ils en profitent
pour vous récupérer une très grande quantité de matières premières à très vil prix. Une fois que c'est fini, ils réajustent le dollar. De telle façon qu'il continue à être optimal pour eux pour d'autres raisons. Donc en fait, eux, ils pilotent leur dollar, ils pilotent leur euro, et ils vous disent que vraiment, bon, vos matières premières vont coûter moins cher ces derniers temps en raison des fluctuations du cours du marché. Mais qui fait fluctuer le cours du marché? C'est eux. C'est eux. Les banques centrales font fluctuer le cours du marché en manipulant le taux de change. Après, ils viennent dire aux gens que ce sont des phénomènes naturels, vraiment, ce sont des imprévus, hein, la détérioration des termes de l'échange. Non, les termes de l'échange ne se détériorent pas tout seuls. Certes, il y a une certaine autonomie relative du système économique, d'accord? Mais cette autonomie est inférieure aux effets du pilotage. Le pilotage des économies est davantage la cause de leur état que leur comportement, on peut dire, autonome, leur comportement systémique. Il y a des effets systémiques dans les économies, c'est vrai. C'est-à-dire qu'une économie peut produire des conséquences qu'on ne voulait pas. C'est vrai. Mais la plupart des effets que nous observons dans les économies sont la conséquence de politiques économiques. C'est-à-dire que la parité entre le franc CFA et l'euro, elle a été décidée par M. de Gaulle et par la suite ses successeurs à l'Élysée. Ce sont eux qui ont décidé. Ce n'est pas une parité naturelle. La preuve, vous étiez là quand il y a eu les dévaluations successives du CFA. Il suffit d'étudier l'histoire des dévaluations. Vous vous rendez compte que le CFA ne s'est jamais dévalué tout seul. On l'a dévalué. Voilà un acte de pilotage économique. La Fédérale Réserve américaine, elle veille comme du lait sur le feu sur le fameux taux de change de la monnaie américaine, le dollar. Parce que grâce à ce taux de change, elle retourne les relations économiques internationales qui sont défavorables aux États-Unis. Tantôt, on relève le dollar quand ça profite plus aux États-Unis. Tantôt, on le rabaisse quand ça profite plus aux États-Unis. On appelle ça le pilotage monétaire. Eux, ils font ça avec leur monnaie dans leur banque centrale. Et ils enferment une quinzaine de pays africains dans une monnaie qui ne bouge pas. Une monnaie bloquée. Et quand ces pays s'avèrent incapables de s'adapter et de se développer véritablement, on leur dit, bon, au moins vous avez la stabilité. En effet, c'est la stabilité des cimetières. C'est la stabilité dans la pauvreté. Ça, c'est sûr. Ces pays sont stabilisés dans la pauvreté, puisqu'ils ne participent pas, pour ainsi dire, au jujutsu économique monétaire international. Les banques centrales ont pour finalité de piloter les économies. L'économie de l'Argentine, après la révolution du 26 juillet, la révolution castriste. Mais l'économie de l'Argentine, l'économie de Cuba, plutôt. Mais elle était pilotée par qui? J'espère que vous savez qui a piloté la Banque centrale de Cuba pendant toutes les premières années de la révolution. Un médecin de formation, Ernesto Che Guevara, l'Argentin. C'est lui qui a été gouverneur de la Banque centrale de Cuba. Si un médecin est capable de piloter une banque, ça veut dire qu'en fait, à la base, une banque, c'est pas quelque chose, c'est pas de la magie. Une banque centrale est là pour observer le rapport de force entre l'économie nationale et les autres économies, l'évolution des activités économiques et ajuster la valeur de la monnaie d'une manière qui soit profitable au pays. C'est ça le travail de la banque centrale. Mais nous, on a des pseudo-banques centrales. Des banques centrales qui ont les mains menottées. Les pieds attachés. Le gouverneur de la banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest n'a aucun impact sur l'évolution monétaire. Le gouverneur de la Banque centrale des États d'Afrique centrale n'a aucun impact sur l'évolution de la monnaie. Ce sont des exécutants. Les décisions sont prises par le ministère français de l'économie. Terminé. Eux, ce sont des soldats fixes. Ce sont des soldats plantés. Voilà. Donc, pour revenir ici à ce que nous disait le président Lissouba, il faut que les Africains soient capables de faire jouer crânement la concurrence. Et donc que les Africains pilotent leurs économies. Nous devons recommencer partout en Afrique à piloter nos économies. En Afrique anglophone, c'est davantage le cas, parce que ces pays ont rapidement, pour l'essentiel, restauré les monnaies nationales. Mais l'Afrique francophone, l'Afrique dite francophone, est en retard incroyable en matière de pilotage économique, au point que des générations d'Africains francophones ont grandi avec la peur du pilotage de l'économie.
Il y en a qui, tous les matins, tâtent l'argent qu'ils ont en CFA et craignent le changement monétaire parce qu'ils ont grandi dans l'angoisse existentielle qui leur a été instillée par les manipulateurs et les confiscateurs de l'initiative de pilotage économique, justement, de plusieurs pays africains. Les Africains ont grandi en s'habituant à ce que quelqu'un d'autre gère leur compte d'opération. Les Africains ont grandi avec cette habitude, mais y compris des intellectuels de premier rang, qui angoissent à l'idée d'avoir une monnaie africaine. Alors que avoir une monnaie africaine, c'est la première des choses que nous devions à nos ancêtres les plus glorieux et à nos enfants en Afrique. Rendre l'Afrique aux Africains, c'est créer des monnaies africaines fonctionnelles. Utiliser pour cela le génie des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Et rien ne sera facile. Alors ça, c'est... En tout cas, cette question de la concurrence est essentielle. Il y a un troisième point. Il y a une quatrième condition de la réussite des nationalisations. Mais les nationalisations doivent se faire en même temps que la réappropriation de toutes les filières de production. Je veux dire que la nationalisation doit se faire donc en même temps que l'industrialisation pour que le pays puisse profiter de toute la filière de production. Quand on nationalise une mine d'or, on doit s'assurer que tous les produits dérivés de l'or, on va à très court terme être capable de les produire sur place, afin d'exporter des produits finis, c'est-à-dire des produits qui reviennent avec une valeur ajoutée financière extrêmement importante. Alors, pour cela, les nationalisations doivent s'accompagner de la libération du génie entrepreneurial local. On ne peut pas réussir les nationalisations si les nationaux ne font pas des affaires dans le sillage des nationalisations. Alors, ces affaires ne seront pas toutes des affaires publiques. Il faut que plusieurs petites et moyennes entreprises naissent autour des pans entiers de nos économies nationalisées. Nous ne sommes pas en train ici de prêcher pour un étatisme économique absolu. Toute l'économie ne peut pas être nationalisée. Il faut qu'autour des grands pans de nationalisation, nationalisation de l'eau, nationalisation de l'or, nationalisation de l'uranium, nationalisation du pétrole, qu'il y ait un environnement économique qui incite les jeunes Africains à créer des entreprises. Des entreprises de sous-traitance qui vont travailler en étroite relation avec les entreprises d'État. Il faut favoriser justement l'émergence des champions économiques africains. Parce qu'il y a du travail autour de tous les secteurs nationalisés. Et nous observons un peu partout en Afrique que ce sont encore des multinationales étrangères qui viennent gagner ce travail de sous-traitance. Alors que des cadres africains sont là, on ne leur prête pas de l'argent pour ouvrir des entreprises et pour venir satisfaire cette offre de services. Donc pour moi, la quatrième condition de la nationalisation réussie, c'est la mobilisation d'un secteur privé national dynamique. L'État doit veiller à encourager les jeunes qui sortent de nos universités à créer des entreprises. L'État doit encadrer cette création d'entreprises par l'accès au crédit, par l'accès à des conseils, par l'accès à un encadrement, par l'accès à une assurance et par l'aide à la productivité. On doit sélectionner les meilleurs projets autour de l'or africain, les meilleurs projets privés, autour de l'uranium africain, autour de l'eau en Afrique, autour de tout ce qui a été nationalisé. On doit encourager les Africains à créer un rideau, un ensemble d'oignons d'entreprises qui permettent en réalité de répondre encore plus variablement et plus richement à la diversité des aspirations. Donc pour moi, les nationalisations doivent être l'occasion d'une grande stimulation aussi de l'économie privée nationale. Pour cela, il faut libérer le crédit. Pour cela, il faut encadrer les créateurs d'entreprises, il faut les accompagner, et il faut renforcer leur confiance en leur capacité de créer des richesses. Cela demande par conséquent une participation pleine du peuple au processus de nationalisation. Et pour moi, c'est la cinquième condition. La cinquième condition de nationalisation réussie, c'est la pleine participation du peuple au processus de nationalisation et de création de micro-entreprises autour des grandes entreprises d'État nationalisées. Je veux dire qu'ici, on doit faire un effort de pédagogie
pour expliquer aux populations pourquoi on a nationalisé. On doit expliquer aux populations comment elles peuvent profiter de cette nationalisation. On doit expliquer aux populations quels sont les bénéfices qu'on a tirés. On doit expliquer aux populations l'usage qu'on a fait des bénéfices. Il faut que les populations aient confiance dans la décision des autorités. Et voilà pourquoi les autorités doivent faire preuve d'une transparence exemplaire. Les autorités doivent médiatiser, expliquer toutes les phases du processus de nationalisation pour que chacun, en prenne conscience. C'est la 5e condition d'une nationalisation réussie. La participation populaire, l'implication populaire, la transparence envers la population, la communication économique pertinente qui fasse que la population se sente solidaire du projet de nationalisation. Toute nationalisation qui se fait dans le dos de la population est vouée à échouer. C'est une nationalisation qui est en fait une privatisation déguisée. Ce sont les nationalisations organisées parfois par des élites corrompues qui en réalité commencent comme ça, par une nationalisation, avant, à travers leurs propres petites et moyennes entreprises, de récupérer des morceaux, ou leurs amis étrangers de récupérer à nouveau des morceaux de l'entreprise publique. Cette fois-ci, non. Il faut que l'essentiel de l'outil nationalisé reste au peuple, mais qu'on encourage le peuple à créer justement de la PME-PMI, de l'entreprise autour des foyers centraux, justement de la souveraineté économique nationale. Enfin, il y a une 6e condition à laquelle j'ai pensé. Je pense qu'on ne peut pas avoir de nationalisation efficace dans un pays africain si ce pays n'a pas connu un processus culturel, spirituel de sacralisation de sa terre. Je recommence. La sacralisation de la terre africaine. Ça, c'est un élément spirituel essentiel des nationalisations. Je pense que quand on nationalise, on doit organiser des grands rituels de purification, de prière collective, où toutes les religions du pays, à commencer par les religions ancestrales et toutes les religions advenues dans le pays, se mobilisent pour dire des paroles purificatrices, des paroles ayant pour but de marquer la reconnaissance de l'homme envers son créateur. Les nationalisations doivent être l'occasion de la resacralisation de la terre africaine. Il ne faut pas négliger cette dimension. Elle est essentielle. L'homme est un animal spirituel. Zoon noeticus. Il faut que les nationalisations s'accompagnent de grandes cérémonies de sacralisation de la terre africaine. Quand on installe un barrage sur un fleuve, il faut le faire en bonne entente avec toutes les autorités du lieu. Quand on installe une entreprise d'exploitation nucléaire, il faut le faire en bonne entente avec toutes les autorités spirituelles du lieu. Quand on installe une unité cotonnière, il faut le faire dans le respect des traditions ancestrales du lieu. Il faut créer une symbiose entre la culture, la spiritualité africaine et la modernité techno-scientifique et économique. On a parfois un peu trop négligé cette dimension en mettant la spiritualité du côté du folklore. Non, il faut qu'elle ait un rôle central. Il faut que les Africaines et les Africains s'entendent sur ce qui est interdit chez nous, ce qui est sacré chez nous, ce que nul n'a le droit de faire. Il faut que cela devienne quelque chose de normal. Les nationalisations, par conséquent, doivent toujours s'accompagner d'un vrai souci écologique, mais inspiré de la tradition sacrée de l'Afrique. Il ne faut pas détruire la sacralité de notre terre, il faut au contraire en renforcer la conscience. Les nationalisations sont donc aussi l'occasion de la réappropriation symbolique de l'Afrique par ses peuples, par ses fils et ses filles. Je salue par exemple l'effort qui est déployé dans l'AES pour rebaptiser les rues, renommer les rues, réinvestir spirituellement les rues, les avenues, les routes, les monuments, les lieux publics. Il est important que l'Africain se sente chez lui en Afrique, parce que l'architecture des lieux lui renvoie une image positive, une image lucide, une image brillante et exemplaire de lui-même. L'espace africain doit être habité par des forces positives qui facilitent l'éveil des jeunes, des adultes,
et même des vieillards en permanence. Voilà pourquoi la question de la sacralisation de la terre africaine, la question de la sacralisation de la ville africaine, la question de la sacralisation des parcs naturels africains, la question de la sacralisation d'un certain nombre d'espaces symboliques, porteurs de traces archéologiques, de traces hautement spirituelles. Cette question est intimement liée au processus de nationalisation. Nationaliser, c'est se réapproprier sa propre énergie spirituelle. C'est devenir authentiquement soi-même. Pratiquer de cette façon, les nationalisations vont participer de la résurrection de l'humanité négro-africaine, de cette humanité exemplaire dont nous parlent certaines de nos griottes et de nos griots, cette humanité exemplaire qui s'est manifestée à travers les grands héros de la résistance africaine, les grandes réalisations, des processus et des mouvements de libération africains, cette grandeur africaine qui s'incarne aujourd'hui dans la confédération de l'Alliance des États du Sahel et qui se prépare à embraser l'Afrique centrale et l'Afrique australe, cette grandeur africaine, elle mérite d'être coulée dans le marbre monumental de l'Afrique. L'espace vital africain doit être habité par les symboles de l'Afrique ressuscitée, de l'Afrique vivante, de l'Afrique éternelle. Il faut penser une grande révolution stylistique et architecturale sur tout le continent africain, inspirée des enseignements des humanités africaines, hautement tirée des travaux des Cheikh Anta Diop, les travaux de Théophile Obenga, les travaux de Nusere Kalala Omotunde. Ces travaux doivent devenir bâtiments, boulevards, avenues, espaces. Ces travaux doivent devenir décors de la vie quotidienne. Les Africains doivent retrouver une saveur surnaturelle à leur vie quotidienne dans le continent natal de l'homme. C'est ce que je voulais démontrer aujourd'hui, les conditions des nationalisations. J'en ai énoncé 6. J'espère que chacun et chacune de ceux qui exploiteront à tête reposée la présente vidéoconférence pourront les reconnaître et compléter. Je n'aspire et je ne prétends jamais avoir l'exhaustivité d'un sujet, mais il me suffit et il me faut avoir donné mon maximum dans les conditions de la communication sur le réseau social. Voilà la conversation de ce dimanche que je voulais vous proposer sur les nationalisations. Alors, veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.